Bonjour à tous et bienvenue dans Rebond, votre émission mensuelle dédiée aux difficultés des entreprises, amiables, procédures collectives, gestion de crise. Nous allons vous apporter toutes les clés pour affronter avec succès ces petits ou gros problèmes qui peuvent surgir dans la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour du restructuring et du leadership, et plus précisément, savoir comment traverser les crises avec ses équipes. Une question que nous allons décortiquer avec nos invités, et j'ai le plaisir de recevoir sur cette émission tout d'abord Véronique Pernin. Bonjour. Bonjour Véronique. Alors, vous êtes une ancienne experte en communication financière à Wall Street, et en 2005, vous avez fondé l'agence VP Strat, qui est partenaire de cette émission. Et cette agence a pour objectif d'offrir un accompagnement donc sur mesure aux entreprises, à leurs dirigeants, mais aussi à leurs conseils. Alors, ça peut être en communication corporate, ça peut être en relations médias, ça peut être en e-réputation ou communication de crise. Et vous êtes aussi la cofondatrice des WIR. WIR, c'est l'association des Women in Restructuring. C'est bien ça ? Absolument. Merci, oui, tout à fait. Bienvenue sur ce plateau. Merci. À ma droite, j'ai également Guillaume Raymond. Bonjour. Bonjour Guillaume, vous êtes associé au sein du cabinet d'avocats Freshfields. Vous avez 30 ans d'expérience à peu près en matière de restructuration judiciaire, extrajudiciaire également, ainsi qu'en contentieux des restructurations. Vous êtes aussi spécialisé dans tout ce qui est opération de distress. Merci beaucoup de participer à cette émission. Avec grand plaisir. À ma gauche, Emmanuel Bourgeois. Alors, vous êtes le directeur général de Ducatillon depuis janvier 2021, c'est bien tout ça ? À fait. Oui, bonjour à tous, oui, tout à fait. Alors, Ducatillon, c'est une entreprise du nord de la France qui est spécialisée dans le loisir outdoor, en quelques mots. Oui, du e-commerce, où on vend tout produit pour l'outdoor, chasse, élevage. Et puis, on est multicanal et puis multi-pays, voilà. Et donc, Ducatillon, comme beaucoup d'entreprises e-commerce, a vécu en quelques années 3 séquences. Pour nous, un M&A en LBO, puis après, un redressement judiciaire. C'était la crise économique. Et maintenant, un retournement. Voilà, donc passionnant et beaucoup de séquences en même temps. Super, et puis ça va nous permettre de voir en fait en interne comment ça s'est passé pour vous et quel justement enseignement vous allez pouvoir nous apporter sur justement cette gestion de crise avec ces équipes. Ça a été riche. Ça a été riche, j'en doute pas. Lionel Gouget. Bonjour à tous. Bonjour Lionel. Vous avez été directeur financier pendant 30 ans à peu près, c'est ça ? Exactement. Dans plusieurs entreprises de tailles différentes, soit LBO, en restructuration. Exactement, 10 ans de LBO et 10 ans de restructuring. La totale. Et vous avez été à la manœuvre, par exemple, de quelles entreprises on pourrait citer ? Sur les parties en restructuring, j'ai passé 4 ans en restructuring de 2008 à 2012 sur le groupe Ersan Media, qui est un dossier qui est passé de 600 millions à 1 milliard, de 1 milliard à 250 millions dans la période où j'y étais. Donc c'est là que j'ai fait mes premières armes, des dossiers comme Nextira One suite à la reprise par Butler Capital à la barre. Et puis plus récemment un dossier qui s'appelle 5 à sec, avant de rejoindre Valtus. Valtus, c'était en 2021, c'est ça ? J'ai rejoint il y a 4 ans Valtus, effectivement, donc, dont je suis maintenant un des associés, avec une valence importante sur la partie notamment restructuring et LBO, sachant qu'on est le leader européen du management de transition, niveau exec. Fantastique, merci beaucoup Lionel d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et puis, merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, restructuring et leadership, traverser les crises avec ses équipes. Alors, une crise, avant tout, c'est un changement de paradigme où, en fait, l'urgence est le maître mot, mais pourtant, on est dans un flou, tout est quand même assez incertain. Comment on peut sortir de cette zone d'inconfort déjà pour démarrer le process dans les bonnes conditions, Lionel ? Alors, avant de savoir comment on en sort, juste pour décrire en quelques mots le passage et le changement de paradigme. On passe d'un format qui est assez, entre guillemets, normé, son reporting financier, sa communication classique, ses relations, son actionnaire, ses banques, etc., qui sont assez normés et on est dans sa zone de confort. Et on arrive d'un seul coup dans une zone sur laquelle tout vient s'accélérer, on manque de cash, les relations avec les fournisseurs, les parties prenantes, les actionnaires, les banquiers et compagnie se durcissent. On rentre dans une zone qui devient un total inconfort, tout s'accélère, les décisions deviennent de plus en plus courtes, c'est-à-dire les aspects qui sont le budget, le forecast, la communication longue, se raccourcissent à est-ce que je sais faire ma paye dans 15 jours par exemple, pour donner quelques éléments. On rentre dans une zone, quand on est manager, dans laquelle on est très secoué, on perd pas mal de repères.
c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, même dans les parties écoles et compagnie. La trésorerie de crise, la relation de crise, la responsabilité du dirigeant, c'est tout un tas d'éléments qu'on n'apprend pas à l'école. En plus, ça fait peur, ça fait un peu épouvantail. Ça fait peur, et on arrive un peu dans cette zone-là. Donc effectivement, on rentre dans une terra incognita complète. On est dans une phase sur laquelle, comme dans l'hypercroissance d'ailleurs, tout vient de façon extrêmement urgente, accélérée, etc. Et dans lesquelles il faut garder à la fois le long terme, c'est-à-dire est-ce que je sais m'en sortir, est-ce que mon projet peut y aller, etc. Mais également dans le court terme, qui est est-ce que l'iceberg n'est pas trop près, est-ce que je sais encore faire mes payes, comme on se le disait. Donc il y a cette partie effectivement court terme, long terme, urgence qui vient changer complètement. Et il y a un aspect complémentaire, et je pense que tu pourras appuyer dans cette partie-là, qui est une dimension entre guillemets également psychologique, dans laquelle on passe d'un format qui est tout va bien, et typiquement je suis invité par mes banquiers au rugby, au machin, au bidule, etc. Et on passe dans une zone sur laquelle d'un seul coup on devient par certains côtés une sorte de paria, et dans lesquels il y a ce truc du mon Dieu, c'est l'échec, etc. Donc ça renvoie à quelque chose qui est très compliqué, et on se retrouve dans une phase parfois un peu complexe au niveau psychologique, dans lesquels on parle souvent des 3D, qui sont je dépose, je divorce, je déprime. Voilà, c'est super réjouissant comme intro, fallait pas m'éviter. Je suis désolé. Voilà, donc il y a effectivement toute cette dimension qui est le changement de paradigme derrière. Après, on reviendra, mais il y a plein de solutions pour en sortir. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans le comment on en sort, il n'est pas honteux de dire « je ne sais pas ou je ne veux pas faire ». C'est quelque chose qui effectivement est totalement respectable, mais c'est un métier totalement à part et ça ne s'apprend pas. Emmanuel ? Je vais rebondir sur Lionel parce que des exemples j'en ai. On passe d'un monde, on va dire, certain à l'incertitude. Du moyen long terme à l'urgence. Je vais donner des exemples. C'est vrai qu'on gère la journée, on gère la semaine, on gère les fins de mois. Voilà. Un exemple très concret, vous passez au tribunal, le lendemain, votre entreprise, elle fonctionne. Hein. Vous avez des commandes, des clients, vous achetez, etc. Et puis, vous livrez vos clients dans la France entière. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un transporteur, des transporteurs, qui apprend que vous êtes en redressement judiciaire. Il appuie sur un bouton, tout s'arrête. Vos colis sont dans la France entière, bloqués partout. Et là, vous êtes dans quoi ? L'urgence, l'agilité. Vous prenez votre téléphone pour débloquer la situation. Et voilà, vous allez vivre ça au quotidien, tous les jours. Il va y avoir une liste de sujets et de problèmes. Il va falloir réagir très vite. C'est vrai sur la trésorerie. On pilote une trésorerie normalement dans une entreprise. Là, c'est tous les jours. C'est comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que tous les jours... sportif. Oui, sportif. Voilà. Et puis la troisième chose qui me semble très importante aussi, c'est que vous comprenez que vous avez 4 grands piliers. Vous avez les clients, et il faut détruire le moins possible de valeur parce que votre entreprise, elle est quand même mal en point. Vous avez vos fournisseurs, parce qu'il va falloir travailler avec eux sur la suite. Et puis vous avez bien entendu vos équipes, il va falloir garder les meilleurs. Et puis, vous avez bien entendu vos actionnaires, parce qu'il va falloir les embarquer dans l'histoire. C'est ça. Et puis, vous avez les RP, parce qu'il y a un moment donné, si vous voulez sortir de l'entreprise du trou, il va falloir être au-dessus des radars, surtout une PME, et donc se montrer. Et là, on fait appel à Véronique, à VP Strat, et là, on lui dit comment on y va et comment on fait. Et là, on structure. Et là, Véronique a été extraordinaire, m'a aidé à structurer ma communication pour faire face à l'ensemble des 4 piliers. Et puis, on a formé 2 équipes. J'ai formé 2 équipes. J'ai formé une équipe qui était vraiment à gérer tout ce qui est procédure collective, avec moi, contrôle de gestion, DAF, Véronique, bien sûr, Emmanuel Drey en tant qu'avocat. Et donc, on a constitué une task force qui était dédiée à ça. Puis, j'avais une autre équipe qui était dédiée au commerce et qui était là pour faire marcher le business. L'idée étant qu'à un moment donné, le dirigeant doit faire l'intersection et l'interaction entre les deux. Et si vous menez de front tout le monde, vous leur dites, vous devez être sur les 2 fronts, vous les perdez tous. Voilà. Parce que derrière, il va falloir avoir un projet, un cap, vous allez donner une vision, comme dit Lionel. Il va falloir se projeter, même dans les difficultés à court terme, pour emmener son équipe, embarquer ses managers, embarquer les relais sur la communication, etc., pour que l'entreprise tourne et qu'à un moment donné, votre entreprise, elle ne soit pas obérée par vos décisions et que dans 12 mois, souvent, vous trouvez un tour de table qui dise qu'à un moment donné, le business est là, le modèle économique n'est pas cassé et on peut relancer la machine. Voilà.
Et à un moment donné, je dis, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Je pense que Léon Marchand nous a été extrêmement apporteur. C'est-à-dire que lui, il dit, moi, je n'ai pas peur de l'échec parce qu'à un moment donné, j'ai appris à le gérer, c'est-à-dire à l'accepter. Et donc, par moment, on prend des bonnes décisions et par moment, des mauvaises décisions. Et ça fait partie de la vie. Et on fête les quelques victoires qu'on a. Et voilà. Et on se relance et on passe le cap avec ses équipes le mieux possible pour trouver un rebond. Et on en parlera tout à l'heure. Oui, effectivement, quand un chef d'entreprise rentre dans la crise, il va devoir se réinventer. Le premier stade, ça va être l'acceptation personnelle, individuelle, de dire je suis en crise, je suis face à une situation que je ne sais a priori pas gérer, et je vais l'affronter, je vais la prendre à bras-le-corps. Une fois que cette décision est prise, il va falloir entraîner toutes les équipes. Et là, c'est un vrai défi de leadership, c'est-à-dire que toute une entreprise qui a l'habitude de tourner par définition sur des procédures, par définition sur une certaine routine, qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, même si chaque jour elle doit se réinventer et réagir aux situations. Là, tout d'un coup, toutes ces routines vont être cassées. Il va falloir que le chef d'entreprise exerce un leadership très fort pour expliquer aux gens comment tout ce qu'ils faisaient avant, en fait, ils vont devoir le faire différemment. Je donne un exemple tout bête. Quand on rentre dans la crise, en général, c'est une crise de trésorerie qui révèle la nécessité de la prendre en main tout de suite. La crise de trésorerie, ça veut dire que je ne vais plus gérer mon entreprise par le chiffre d'affaires, je vais la gérer par le cash. Donc, je ne vais plus chercher ce qui va me faire de la rentabilité maximale, je vais chercher ce qui va me libérer du cash ou en consommer au minimum. Ça, il faut amener les équipes à le faire. Ça veut dire que pour le chef d'entreprise, il va falloir déjà, auprès de ses équipes, avoir une communication, leur donner confiance, pour les entraîner sur des sentiers caillouteux, alors que jusqu'à présent, ils étaient sur du goudron bien lisse et sur des directions connues. Ça, c'est un vrai défi de leadership. Et c'est pour nous, alors avocats, quand on travaille avec des clients qui rentrent dans la crise, par définition, ce ne sont pas des habitués de la crise. Et il faut révéler chez le chef d'entreprise qui est notre client cette capacité à embrasser la stratégie, à embrasser la volonté de s'en sortir, de dépasser les difficultés, et pour cela emmener toutes ses équipes, en commençant par son directeur financier, sa DRH, et puis ensuite toutes les équipes en dessous, en ayant un discours de vérité, parce qu'en réalité, si on ne dit pas la vérité aux gens, ils ne suivent pas, ou ça dure 5 minutes, et puis ensuite on perd leur confiance. Or, dire la vérité, quand la vérité c'est dire on est en grande difficulté, c'est quelque chose que le chef d'entreprise n'a pas l'habitude de dire, parce que son métier en général, c'est plutôt de dire « Allez les gars, on a confiance, on y va, ça cartonne et on va cartonner encore plus ». Là, tout d'un coup, il faut changer le paradigme. Voilà. Et l'entrée dans la crise, c'est accepter ce changement de paradigme, reconstituer des équipes. C'est-à-dire, il y a l'équipe proche du dirigeant, direction financière, DRH, comme je l'ai signalé, essentiellement, c'est les proches. Et puis, il va falloir créer des équipes externes, des équipes de conseil. On avait généralement un bon conseil financier, un bon expert comptable, un avocat du quotidien ou des opérations de croissance. Et puis tout d'un coup, on a un avocat de crise qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus en contact au quotidien, voire de manière multiquotidienne avec le chef d'entreprise. Et puis, il va falloir, le cas échéant, aller désigner un conciliateur, un mandataire ad hoc, des conseils financiers spécialisés, des conseils en management, comme l'équipe de Lionel, des conseils en communication, comme l'équipe de Véronique. Voilà. Donc, il y a un leadership dans l'entreprise qui se réinvente. Il y a un leadership autour d'une task force qui va se constituer extérieure à l'entreprise, mais qui doit fonctionner en synergie totale, en cohésion et tirer dans le même sens. Finalement, sortir de l'ornière pour une entreprise en difficulté, et surtout pour son dirigeant, c'est bien s'entourer en interne et en externe. Alors c'est bien s'entourer en externe. En interne, c'est trop tard pour bien s'entourer. Il faut faire avec les équipes qu'on a. Oui. Parfois, on a les bonnes équipes. Nous, c'est un premier diagnostic qu'on fait. C'est qu'est-ce que vous avez comme direction financière, qu'est-ce que vous avez comme direction des ressources humaines, jusqu'où on peut leur faire confiance. S'il y a des points faibles, là, on va aller chercher, c'est le travail de Malthus que dirait Lionel, c'est aller chercher la compétence, mais on ne peut pas non plus rechanger tout le management. Donc, il va falloir entraîner les équipes telles qu'elles sont, le temps n'étant pas là pour... passer 6 mois à trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est vraiment un exercice de leadership très très puissant. Et moi je vais vous dire, de mon expérience, on sait très rapidement les entreprises qui vont s'en sortir ou pas. Ça ne dépend pas de leurs difficultés.
ça dépend du leadership du patron. Et de la dynamique. Et de La pugnacité et la confiance de ses équipes. Exactement. Ouais. Et la constitution de cette équipe en noyau corps, effectivement, qui doit être le cette task force qui doit être extrêmement soudé. Ouais. Enfin, je sais que j'ai gardé de mes équipes, y compris les conseils d'ailleurs, d'il y a plus de 15 ans, encore d'excellents copains qui... Oui, parce que vous faites la guerre ensemble quelque Exactement. part. Il y a un Exactement. côté, Et c'est vrai que lorsqu'on fait visiter à des actionnaires potentiels une entreprise, c'est pas la même chose s'il y a des gens avec un piquet de grève qui font brûler des pneus ou s'il y a des gens qui sont là en train de vendre son entreprise, vendre son Tout à métier et la projeter. C'est le parce que premier actif de l'entreprise. Le cap les est équipes. clair. Et là, je peux vous dire que Tout à fait. le deal n'est pas le même. On avait travaillé avec Véronique sur Ascoval pendant quelques années, une entreprise dont on a prédit la fin pendant longtemps. La Syrie dans le nord de la France, voilà. Ce qui a fait la différence en dehors du travail qui a été accompli remarquable par les administrateurs judiciaires, par les conseils qui étaient là. Par toi-même. Ce qui fait la différence, Les équipes. c'est que les salariés de l'entreprise, les syndicats, les représentants du personnel, à tous les niveaux, ont dit on va se battre et on va avancer dans Tout le monde était Et ça, uni. ça a été un travail conjoint avec un chef d'entreprise, Cédric Orban, qui était là, qui a su galvaniser ses troupes, les canaliser et les emmener dans une même direction. C'est vraiment un énorme exercice de leadership. Emmanuel Bourgeois y est passé, il sait ce que c'est. Il faut emmener des troupes dans des terrains inconnus. Tout à Donc fait. pour rester dans cette Alors- image de guerre, ce plan d'attaque, comment on le construit? Parce que là, on est vraiment Alors- sur un vocabulaire guerrier. Hein. Déjà, bon, moi je voulais quand même faire une petite introduction sur le rôle Bien de la sûr. communication. On a dit changement de paradigme, c'est sûr que on annonce un jour que l'entreprise est malade quelque part. Donc ce jour-là, il faut le préparer et ça se prépare en amont, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une perte de rationalité, il y a une hypersensibilité qui s'installe, il y a des divergences d'intérêts, c'est-à-dire que là où tout le monde était d'accord, d'un seul coup, ça tiraille de tous les côtés. Il y a une perte de confiance potentielle. Or, l'entreprise, elle a besoin de fonctionner dans un écosystème avec ses clients, ses fournisseurs, les gens qui la financent, etc. Il y a aussi une accélération du facteur temps. Donc, en ce qui concerne la communication, souvent les entreprises sont équipées en communication, sauf qu'en fait on passe dans une autre forme de communication parce qu'il y a un changement de paradigme, on passe en communication de crise. La communication de crise, c'est autre chose, c'est pas la communication classique qu'on fait habituellement. C'est une communication qui prend en compte ces enjeux de difficultés, qui traite l'urgence, qui doit connaître aussi les difficultés rencontrées par l'entreprise, qui doit avoir une compréhension des problématiques financières et juridiques, judiciaires, d'équipes RH, etc. Et donc c'est important, c'est très important de savoir accepter d'être accompagné par des gens qui sont extérieurs, qui sont spécialisés et qui vont protéger les équipes. Parce que les équipes, en réalité, qui sont en place, elles vont en fait devoir continuer de faire vivre l'entreprise avec sa communication normale, son marketing normal. Et donc, elles doivent être en prise toujours directe avec ces problématiques. Et nous, par contre, communicants de crise, on vient protéger, on vient donner des réponses, expliquer, etc. Alors, il va falloir construire un plan. Il va falloir avoir un projet parce que pour retourner une entreprise, eh bien, il faut un projet, il faut un cap. Alors, on ne va pas citer Sénèque, mais pour savoir dans quel port on va arriver, effectivement, il faut avoir un cap. Et celui-ci, il est porté par les dirigeants, il est porté aussi par les équipes. Ça, c'est très important parce que c'est eux qui vont finalement faire avancer la transformation de l'entreprise ou son évolution. Et puis, il faut aussi l'accord des actionnaires. Il ne faut pas oublier ça. Donc, les actionnaires sont très importants et il faut pouvoir leur expliquer le projet et les convaincre. Voilà, donc le rôle de la communication, ça va être quoi? Ça va être finalement de bâtir des éléments de langage pour expliquer le projet qu'on va mettre en place, pour expliquer les difficultés déjà, bien sûr, avoir des éléments de langage pédagogique, qui seront des éléments d'ailleurs de langage commun pour tout le monde, pour que tout le monde se réaligne sur un cap et puis un discours. Donc on explique les difficultés et on explique le projet de redressement. Comment on va finalement sortir de ces difficultés ou de cette impasse. Donc là, on a un rôle en communication interne et externe. Et bien sûr, il y a la presse qui vient jouer son rôle parce que
vous pouvez être une marque très connue. Dans ce cas-là, évidemment, la presse va tout de suite s'emparer. Nous, on a travaillé pour Célio, pour Flunch, pour La Paire. Ce sont des marques qui immédiatement attirent les journalistes et il faut savoir ce qu'on doit leur dire. Et puis, vous pouvez aussi être, par contre, des marques peut-être plus locales. Mais le local, c'est pareil. Vous avez les élus locaux qui vont s'intéresser à vous. Vous avez la presse locale. Donc, il va falloir maîtriser. Et si vous ne voulez pas que d'autres parlent à votre place, il faut être en maîtrise de votre discours. Et donc, c'est important de préempter, de savoir ce que vous allez dire aux équipes, que les équipes soient des bons relais des éléments de langage. Les managers et l'encadrement sont absolument clés dans cette étape. On doit leur donner les outils avec des Q&A qui leur permettent de répondre aux questions de leurs équipes. Et puis, donc, tout ça va s'enclencher avec un ensemble de méthodes et de techniques extrêmement structurées, presque militaires. On revient. Voilà. Et on parlait de confiance tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'il faut toujours restaurer puis conserver pendant la crise, c'est clé. C'est clé. Effectivement, la Et communication. c'est le rôle de la com et de Exactement. maintenir la confiance, tout à fait. On fait ce qu'on dit, Éviter etc. le phénomène du sauf qui peut. Ouais. Et je pense que tu Et ne disais pas quelque cacher les chose. problèmes. Oui, voilà, parler vrai aux équipes. Je crois que Dire ce qu'on avec- fait, faire avec ce qu'on toi, dit. on a beaucoup travaillé la pédagogie, expliquer ce que c'est qu'un redressement. Par Parce que exemple, redressement judiciaire, c'est liquidation pour les gens. C'est Voilà. un strike direct. Non, il y a plusieurs possibilités. Il faut expliquer les choses. Cette Le communication. est très redressement judiciaire, c'est en fait c'est un outil juridique qui nous est offert par le droit Exactement. français et qui nous permet de geler nos dettes antérieures. Donc c'est une chance pour nous, entreprises en difficulté, Exactement. de gagner du temps, de récupérer de la trésorerie et de pouvoir mettre en place ou accélérer le projet de transformation. Il faut essayer toujours de voir le verre à moitié plein. Exactement. Et donc ça permet, déjà il y a un côté pédagogique, il y a un rôle du CSE qui est extrêmement important aussi parce qu'on est présent au tribunal avec des représentants du personnel, voire la secrétaire du CSE. Et ce qu'on a essayé de faire avec Véronique systématiquement, c'est des rites et des rythmes. C'est-à-dire que systématiquement, tous les mois, je prenais la parole devant les équipes pour dire où on en était, les projets, comment ils avançaient, etc. Et chaque fois qu'on sortait du tribunal de commerce, dans l'heure qui suivait, on sortait à 17h, à 17h30, on était devant les équipes à prendre la parole pour dire voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été décidé. Et on est en présence des représentants du personnel, bien sûr, mais aussi l'administrateur judiciaire qui était là, voire les avocats. Et donc, tout ça, cette pédagogie, ces points d'étape, ils sont très importants pour emmener les équipes et les amener jusqu'au bout et de réussir. Et les aligner sur le projet aussi. Cet aliment sur le projet, il est primordial parce que, en l'occurrence, il faut vivre le quotidien, l'immédiateté, mais il faut projeter les équipes C'est parce ça. que sinon, s'il n'y a pas d'espoir et d'espérance, les gens lèvent le bras. La Donc, vision, c'est très la vision stratégique, elle est très importante. Et donc, si je vous donne un exemple, nous, on était vraiment en grande difficulté. Et il s'avérait qu'on avait des clients qui étaient amoureux de la nature, mais plutôt chasseurs, puis des clients qui étaient amoureux de la nature, non chasseurs. Et ben, en moins de 2 mois, on a monté un site e-commerce pour aller cibler ces clients non chasseurs et de pouvoir aller leur permettre de vendre et d'acheter des produits en dehors des produits de la chasse. Voilà. Et ce projet, il a été monté par toutes les équipes. C'est-à-dire le service clientèle écrivait les fiches produits, les photos étaient faites par l'équipe logistique, le marketing faisait la plateforme. Voilà. Et donc, on amène tout le monde à un projet qui va faire que tout le monde va vivre au quotidien. Et c'est dur, Lionel l'a dit, c'est du hard. Mais inversement, on va les projeter sur l'avenir en disant mais il y a un avenir parce qu'on est en train de monter une double réponse qu'on n'avait même pas avant. Et donc, ce rebond qu'on a en tête, ça va permettre de faire des choses extraordinaires en moins de 2 mois sans moyens, alors que peut-être on aurait mis 10 mois ou 1 an pour faire la même chose. Voilà. Sur la question du leadership, je voudrais faire 2 réflexions. La première, Véronique a mentionné tout à l'heure la relation avec les actionnaires. D'une manière générale, moi, avocat spécialisé en retournement, je suis généralement appelé soit par les actionnaires, soit par le management. Quand c'est les actionnaires qui m'appellent, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous avez confiance dans votre management et est-ce que votre management a confiance en vous? Quand c'est le manager qui m'appelle, la première question que je lui pose, c'est est-ce que vous avez confiance dans vos actionnaires et est-ce qu'ils ont confiance en vous? Et si je ne suis pas moi convaincu de la réponse, c'est le premier sujet que je vais traiter. C'est-à-dire qu'il faut, à partir du haut, avoir la certitude qu'il y aura un alignement. Premier point. Deuxième point, et je reviens sur le sujet du débat d'aujourd'hui, qui est la question du leadership. Un chef d'entreprise dans les difficultés va devoir, et on l'a dit, exercer un fort leadership sur ses équipes. Mais il va devoir aussi imposer un leadership sur l'environnement extérieur à l'entreprise. Je viens de mentionner les actionnaires.
Les actionnaires peuvent être très directifs, mais à la fin, il n'y a que le management qui est au contact de l'entreprise, de ses clients, de ses salariés, de ses fournisseurs, de ses partenaires. Et il va devoir parfois s'imposer un peu. Donc il faut une confiance et une écoute, mais le management va devoir s'imposer. De la même manière, et je vais jeter une pierre dans mon propre jardin, dès lors qu'on rentre en restructuration, on aura une équipe de conseil autour de l'entreprise. Lionel, Véronique, moi, avocat, financier, gestion, communication. On est tous des experts. On sait tous mieux que le chef d'entreprise ce qu'il faut faire. Mais quand même, à la fin, il faut que le chef d'entreprise nous dirige. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait suffisamment confiance dans son équipe de conseil pour l'écouter et intégrer tout ce que nous pouvons lui dire, nous conseils. Et en même temps, c'est à lui de donner le cap. Nous ne sommes que des conseils. Et ça, ce leadership, il doit aussi s'exercer dans ce groupe-là, ce qui est un exercice difficile, parce qu'on n'y est pas toujours préparé. Voilà, donc il y a une confiance qui doit s'établir pour qu'il y ait suffisamment d'écoute, et à la fin, quand même, l'entreprise, elle a un leader, un patron, un management, et c'est ce management qui doit donner la direction à la fin. Parce que ce plan, il va falloir le mettre sous pression en plus. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est effectivement, là encore, la communication joue son rôle, parce que la communication, c'est ce qui se voit. Et le fait de dire on va faire quelque chose et de l'écrire, si possible, voilà, ça peut être une newsletter interne, enfin en tout cas laisser des traces de ce plan, ça oblige les équipes à le faire. Et en plus, l'idée, c'est de leur dire, on va célébrer les succès, on va, pour la paire, par exemple, on avait mis en place une newsletter très régulière du suivi du plan de transformation. Et en fait, les équipes, chaque mois, devaient donner des éléments pour dire voilà les avancées. Même si c'était des petites avancées, en fait, ça les obligeait à avoir des choses à dire. Donc, il fallait qu'elles avancent sur le plan. Et donc, ça met le plan sous pression. Donc ça, c'est très important, effectivement, et d'analyser les résultats. Parce que le plus beau plan de la Terre, s'il n'est pas mis en œuvre, ne sert à rien. Donc, très important. Et on passe vraiment dans une phase d'ultra-action, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'attendre et de voir venir et de voir décanter. On est vraiment dans une phase où tout s'actionne, etc. Il faut suivre les résultats, fêter les petites victoires, et c'est extrêmement important. Conserver de façon permanente cette adhésion et cet alignement depuis l'actionnaire jusqu'aux équipes, en passant par les partenaires. On a eu ça sur Ascoval, sauf avec l'actionnaire. En tout cas, au maximum, effectivement, en ce compris les partenaires, en donnant toujours cette visibilité, avec cette notion de confiance qu'il faut toujours garder. Même quand on a une mauvaise nouvelle, il faut la communiquer, expliquer pourquoi on a dérivé par rapport au plan, mais en tout cas, tout ça réajuster, tout ça soit limpide, clair, effectivement, et on rentre dans une phase de vraiment d'ultra-action et d'extrême cohésion, et où il faut avoir cet aspect il faut être nécessairement dedans de façon permanente, d'où cette adhésion, et avec des gens aguerris qui connaissent à la fois l'entreprise, l'extérieur, et qui vont pouvoir avancer dans ce format-là. Oui, peut-être 2 points importants que j'aimerais souligner. Très important de travailler en cellule, on l'a dit, mais vraiment, il y a quand même des entreprises encore qui veulent travailler en silo, parce qu'avant, elles fonctionnaient comme cela, et ça ne marche pas. Quand on passe en crise, on doit être en cellule. Ça, c'est vraiment très important d'être tous alignés avec un état-major, en fait, qui travaille ensemble. Et le deuxième point, c'est les séquencements. Les séquencements sont très importants. Juste quand même un point sur l'annonce d'une procédure collective, c'est que quand vous envoyez les convocations au CSE, à qui vous allez annoncer l'ouverture d'une procédure, attention de ne pas dire que vous rentrez en procédure collective dans la convocation. Parce que sinon, ça y est, c'est fini, c'est dehors. Donc, il faut faire attention à ça. Et deuxième point, votre communication, elle va démarrer à la sortie du CSE d'annonce. Parce qu'en réalité, les gens ne vont pas pouvoir s'empêcher de parler. Tout le monde parle. Dès que la crise arrive, tout le monde parle. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'ils ont signé un NDA, tout le monde va garder ça confidentiel. Ou alors peut-être 2-3 heures. Mais c'est tout. Le soir, avec leurs épouses, leurs épouses, ou leurs enfants, tout le monde, ils ne vont pas en parler en famille, c'est terminé. Donc, il faut vraiment penser à préempter la communication dès la sortie du CSE. Et donc, il faut faire attention à ce calendrier aussi judiciaire, de l'audience qui suit le CSE pour que le décalage ne soit pas trop long entre les deux, parce que sinon, vous êtes quand même obligé de l'annoncer
au conditionnel, en mode projet. Mais le moment où l'audience se tient, si c'est 7 jours après, vous avez les fournisseurs qui débarquent chez vous. Donc, on avait eu le cas sur Flunch, on avait complètement fait changer le calendrier parce qu'on m'avait dit, tu communiques à l'audience. Non, parce que 4 jours avant, une marque comme Flunch, quand on annonce qu'elle passe en sauvegarde, c'est fini, tout le monde sait. Toute la presse déroule. Donc, nous, on voulait être en maîtrise. Alors, juste pour conclure, j'ai envie de vous demander à chacun, mais vraiment un seul mot, pour résumer ce qui est important selon vous à garder en tête justement pour mener ces équipes dans le projet. Je m'en permets 2. L'équipe et la cohésion est vraiment au sens super corps du terme, et se faire aider par les experts, par les gens qui connaissent, y compris d'un point de vue entre guillemets psychologique. Encore une fois, c'est un rebond, c'est pas un échec. Donc cohésion et conseil externe. Exactement. Alors en 2 mots, agilité, parce que on est dans l'immédiateté, et puis anticipation, parce que le rôle du dirigeant et du leadership, c'est de se projeter à 12 mois pour travailler son rebond. Confiance. Donner la confiance, avoir confiance dans ses équipes, dans ses conseils. Confiance. Véronique. Faire des difficultés, des opportunités, de se repenser. Merci beaucoup à tous les 4 pour cet échange. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Rebond.